Si tu es pas bien physiquement, à un moment donné, tu seras pas bien mentalement et si tu es pas bien mentalement, à un moment donné, tu seras pas bien physiquement. Parce que le corps et l'esprit sont liés et on a tendance à vouloir les séparer alors que non, pas du tout. Moi, je le vois, mes clients, ils sont très dans leur tête. Ça fonctionne à fond, c'est des entrepreneurs donc ça bouillonne d'idées, il y a beaucoup de stress, il y a toujours beaucoup de choses à faire et en fait, au final, j'ai l'impression que c'est une tête posée sur un corps. Les 2 discutent pas ensemble. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, consultante et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie, parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus, et surtout parce que personne n'est pareil, il existe de nombreuses façons de s'organiser. Tu vas retrouver dans ces interviews des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Je te retrouve aujourd'hui pour mon podcast Les coulisses de ton biz avec comme invité Pernelle qui est hypnothérapeute. Pernelle, je te souhaite la bienvenue et dans un premier temps, je te laisse te présenter et nous expliquer quel est ton métier. Merci Marine. Bah écoute, enchantée, d'être, dans ton podcast, le premier. Il faut un début à tout, il paraît. Donc oui, je suis hypnothérapeute et aujourd'hui, j'accompagne, les femmes, on va dire, qui sont en lutte avec leur poids et qui refoulent leurs émotions. Je les accompagne pour, qu'elles se sentent, tout simplement mieux. Alors ça se traduit, je dirais la conséquence, c'est la perte de poids. C'est comme ça que je vends aussi mon offre via le poids, mais en vrai, c'est surtout, se sentir bien, se sentir plus légère, plus sereine, plus confiante. Ok, c'est quelque chose que tu pratiques à distance ou tu le pratiques en présentiel? Alors je pratique, exclusivement à distance aujourd'hui. Je l'ai fait en présentiel, mais ça n'a aucun intérêt de plus, donc ça marche très bien à distance. Je commence toujours, Pernelle, mes interviews par un petit ceci ou cela. Est-ce que tu es prête à te prêter au jeu? Allez. Tu es team thé ou café? Alors moi, je suis team matcha. Ah, j'ai encore Alors, jamais goûté cette boisson. Il faut vraiment que je ah me oui? mette. Ah non, non, voilà, c'est un peu bizarre peut-être au début, mais franchement, ça change tout. Moi, je bois ça le matin, c'est la première boisson du matin et ça change ton énergie. Et pourtant, j'adore le café, hein. Tu ne me feras pas renier mon café. J'en bois toujours 2 tasses par jour, mais je démarre par un matcha. Par un matcha. Ok, eh ben, écoute, je vais finir par craquer, c'est obligé. Mais pour l'instant, dans les bars ou les restaurants autour de chez moi, j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai pas pu goûter encore et j'ose pas acheter, tu sais, le pack complet pour me lancer. Donc, C'est vrai que c'est un petit peu cher. Enfin, c'est plus cher qu'un thé classique, mais les bienfaits valent le prix. allez, tu m'as convaincue. On continue. Tu es plus team PC ou Mac? Tu me colles. C'est assez embêtant. Là, je suis sur un PC, mais j'ai tout l'univers Mac, donc c'est très compliqué. J'ai du mal avec les choix, tu vas voir, parce que t'es au café, les 2. Mac ou PC, j'irais plutôt Mac. PC, c'est, on va dire, un vestige de. J'ai un très bon PC, ça fait 5 ans que j'ai le même et il tourne bien, donc je le garde. Tu es plutôt travail du matin ou travail du soir? Bah moi, c'est plutôt travail de l'après-midi. Le matin, j'aime Génial. bien prendre du temps pour moi et le soir aussi, en fait. C'est marrant, ça me fait rire parce que vous êtes plusieurs là dans les personnes que j'interviewe à me dire bah moi c'est l'après-midi, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est une organisation aussi que les gens peuvent avoir, donc je prends ta réponse. Celle-ci, je pense qu'elle va être plus facile pour toi. Travail en solo ou en cowork? Alors en solo, clairement. En solo. Du coup, j'en conclus suite à ta première réponse que tu travailles de chez toi. Exactement. En général, tu tutoies ou tu vouvoies tes clients? Moi, je tutoie tout le monde. C'est rare quand je vous vois. Je tutoie dans le cadre de mon métier d'hypnothérapeute. Et j'ai une autre casquette, je fais du conseil. Et là, dans le conseil, je vous vois. Ah ouais, c'est marrant. C'est quoi ce qui te fait cette barrière? Bah, disons que le conseil, c'est très corporate, c'est très codifié. Tu vas pas parler à un PDG d'une grosse boîte en tutoyant, genre. Enfin, on est sur des contrats de plusieurs centaines de milliers d'euros, donc c'est pas tout à fait comme un accompagnement où c'est très personnel, où les gens se confient. Là, enfin, pour le coup, c'est très très différent. C'est quelque chose que tu fais donc en plus de ton activité d'hypnothérapeute? C'est quelque chose que je faisais avant et que j'ai conservé. Alors, c'est plus moi qui fais du conseil, mais je vends toujours. Enfin,
vendre de la prestation de conseil quand même, à travers des freelances. Est-ce que tu es plus livre ou série? J'adorerais avoir la patience de lire, plus lire. Mais en général, moi, je lis bien que quand je suis en vacances. On va dire, allez, plutôt série. Tu es plus podcast ou YouTube? Et moi, j'écoute les podcasts sur YouTube, donc... Ah, j'adore. Je pense que tu vas aller comme ça jusqu'à la fin de mes questions. Non, mais même quand il y a une version du podcast qui existe, par exemple, moi, je suis abonnée à Deezer. C'est rare. Moi, sur Deezer, j'écoute de la musique, j'écoute pas des podcasts. Les podcasts, je les écoute sur YouTube. Tu es plus Insta ou LinkedIn? Plus LinkedIn. Ah, là au moins c'est franc. Ouais. Ma dernière, c'est tu es team organisé ou freestyle? J'ai l'impression que c'est freestyle, mais en vrai, je crois que je suis organisée. Ouais, je crois aussi. Pour te suivre, moi, sur LinkedIn, je crois que tu es organisée. J'en suis même convaincue. Ouais. Mais c'est une organisation qui se fait un peu naturellement. Elle est à ma sauce, donc j'ai l'impression qu'elle est freestyle, mais non, c'est organisé. On va aller creuser ça, j'adore. Est-ce que tu peux nous dire quel est le type de société que tu as? Alors, pour mon cabinet de conseil, c'est une SASU. Et pour mon activité d'hypnothérapie, je suis en auto-entrepreneur. Voilà. Cache ta joie surtout. Je trouve que c'est voir petit auto-entrepreneur, donc de toute façon, je veux pas rester dans ce statut-là. C'est bien pour démarrer parce que tu vois, ça fait pas très longtemps. Et disons que c'est le statut où tu te fais un peu moins racketter. Mais et encore, ça n'arrête pas d'augmenter ces taxes. Mais je trouve que ça met des barrières mentales parce qu'on vise un certain chiffre d'affaires et puis en fait, du coup, on se limite quoi. Inconsciemment. Je suis complètement d'accord. Tu te limites souvent au seuil de la TVA, déjà dans un premier temps. Ouais, moi je veux travailler, c'est un peu B2C, donc voilà, la TVA, si tu l'ajoutes à ton prix, bon, c'est compliqué. Je pense que je vais changer un peu de business model aussi. Ouais. Tu sais déjà vers quoi tu pourrais tendre? Là, pour l'instant, je fais de l'accompagnement one-one. Je vais faire plus avec une partie un peu formation. Enfin, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'explique finalement dans les accompagnements et je m'aperçois que je répète tout le temps les mêmes choses, donc je pourrais les mettre en vidéo. Et puis, il y a aussi des séances, on va dire, qui sont génériques sur le démarrage. Je fais souvent un peu les mêmes types de séances. Je me dis, celle-là, elle pourrait être en audio et puis après faire vraiment des séances one-one en plus, mais tu vois, quelque chose d'intermédiaire entre ce que je fais aujourd'hui où je fais que du full, je dirais one-one live, avec quelque chose où justement ça m'éviterait de répéter tout le temps la même chose. Et puis les premières séances finalement qui sont un peu similaires chez les uns et les autres, ça me permettrait de faire un prix un peu plus abordable parce qu'aujourd'hui je sais que c'est quelque chose qui peut coincer certains de mes prospects. Donc ouais, je pense que je vais plutôt aller sur un format un peu hybride. Mais toujours, je veux rester sur du personnalisé parce qu'il y a que ça qui est vraiment efficace, enfin, de mon point de vue. Je pense que oui, en hypnothérapie, souvent la personne elle a besoin d'avoir un retour personnel pour pouvoir avancer et que ce soit pas non plus trop général, quoi. En fait, on va avoir des images et métaphores qui vont marcher pour tout le monde, mais si on n'a déjà pas fait l'entretien, la première séance où on va venir justement évaluer déjà c'est quoi les objectifs de la personne réellement, parce que même si la plupart me disent oui, je veux perdre des kilos et je veux me sentir bien, derrière il y a plein de sous-objectifs, donc c'est bien de savoir où la personne veut aller et puis d'aller chercher un peu c'est quoi les causes sous-jacentes qui font que la personne elle a 6 kilos en trop. Si on n'a pas un entretien avec elle, alors si je pourrais faire des questionnaires, mais c'est pareil, le questionnaire va avoir ses limites parce que en hypnothérapie, ce qui est important, c'est d'écouter la personne. Déjà parce qu'elle se sent écoutée, c'est important, comme quand on va chez un psychothérapeute, ça fait cet effet-là. D'être écouté, ça fait du bien. Mais c'est surtout que j'écoute les mots qu'on utilise, parce que les mots ont vraiment un poids, disent quelque chose de nous. Et donc, moi, je monte après mes différentes séances à partir des mots que j'entends de la personne. Là où sont, on va dire, ses douleurs, ses frustrations. Le vocabulaire qu'on utilise est souvent très imagé. Dis-moi, Pernelle, du coup, tout ce qui est sur l'hypnothérapie et ton business en général, est-ce que tu sais le nombre de jours que tu travailles par semaine et le temps approximatif que ça représente dans ta semaine? Comme tout le monde au début, j'ai travaillé comme une acharnée. Je travaillais 7 jours sur 7 parce qu'il fallait absolument. Je proposais même des séances le samedi et le dimanche. J'avais peur de louper quelque chose. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit que je pouvais quand même au moins m'accorder un jour parce que c'est pareil, on est pas une machine. Donc je dirais que je travaille
6 jours sur 7, c'est pas 6 jours pleins. Donc en termes d'horaire, si je fais une moyenne, au moins 45 heures. Alors très peu par rapport au nombre d'heures que je faisais avant, quand j'étais salariée. Mine de rien, j'étais en forfait jour, donc j'avais pas d'horaire non plus et je travaillais beaucoup. Donc Tu là, travaillais 45. 6 jours sur 7 aussi quand tu étais salarié? Oui, je travaillais 5 jours sur 7, mais après je travaillais quand même, alors après j'ai eu le début où quand j'ai commencé moi à être freelance, dans le conseil, je travaillais plutôt 6 jours sur 7, voire 7 sur 7 parce qu'avec, tout ce qu'il faut faire, la compta, préparer des appels d'offres, et faire la mission que tu as en cours, donc voilà. Donc non, là maintenant, j'ai envie de dire, ça va. 45 heures par semaine, c'est bien, c'est bien. C'est le rythme qui te convient, quoi. Ouais, après si je pouvais travailler un petit peu moins, je dirais pas non, hein, mais en même temps, il y a rien de ce que je fais aujourd'hui qui me déplaît, donc je suis pas en train de forcer. Je prends mon temps, je trouve, sur 45 heures, tu sais? C'est pas Je pourrais peut-être faire le même boulot en étant un peu plus speed peut-être, tu vois? En 35 heures, j'ai pas non plus envie de me mettre, trop de pression. Après voilà, comme je te disais, moi j'ai pas d'enfant, donc je peux travailler un peu quand je veux, voilà, les amis qui imaginent que tu peux te libérer: «Ah, dans l'après-midi, machin». Non, en semaine, je travaille, j'ai aussi des séances avec mes clients, j'ai des séances de prospection. Enfin, ça vient pas tout seul, quoi. C'est Ouais, c'est l'image, je trouve, qui est la plus dure quand on est à son compte et qu'on travaille depuis chez soi. C'est de faire comprendre à nos proches que c'est pas parce que tu es chez toi que tu as le temps, en fait, Ouais. comme tu dis, d'inviter ta copine au café, ou d'aller en ville chercher un truc pour ta voisine. Enfin, tu vois, des choses comme ça. C'est Mmh mh. compliqué, je pense, pour certaines personnes de se dire, bah, elle est chez elle, mais parce qu'elle travaille, en fait, du même principe que si elle était il y en a qui vont dans des espaces de coworking, tu vois, ou des choses comme ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est long à rentrer dans le cerveau des autres. Ouais, alors mais c'est même pas tant que il y a le côté, ouais, tu bosses chez toi, mais moi, la plupart des gens que je connais, ouais, il vient quand même du monde, du conseil, des cadres, tout le monde a fait du télétravail pendant la période du Covid. Donc les gens, ils savent ce que c'est, hein, travailler chez soi, ils travaillent quand même. Mais c'est le fait aussi que tu aies pas de patron. En gros, tu peux décider de tes horaires. Je pense que c'est la grosse différence avec, des gens qui sont salariés, qui comprennent pas que si tant que tu as pas monté une boîte avec un système qui vit sans toi, bah, si tu es pas en train de travailler, tu perds de l'argent. Enfin, moi, à la fin du mois, si mon patron, il est pas content, il me paye quand même quand je suis salariée. Au pire, bon, bah, au bout d'un moment, il va essayer de me dégager et encore, c'est pas toujours simple, hein, de sortir un salarié. C'est pas simple, parce que faut avoir une excuse et puis parce que c'est pas agréable non plus de le faire. Mais toi, si ton patron à toi interne, il est pas content et que tu as pas de clients, ben, tu manges pas, quoi. Ça s'arrête là. Enfin, c'est dur de faire comprendre que enfin, surtout quand c'est un peu un changement de carrière parce que moi, je faisais, du conseil, je gagnais très bien ma vie, mais je travaillais, beaucoup. Là, je fais beaucoup moins de conseils puisque j'en fais plus. C'est plus moi-même qui réalise les missions. Ce que je gagne aujourd'hui, si j'en fais moins, Tu gagnes moins. je retourne habiter chez mes parents, tu vois? Mais c'est pas réalisable du tout. Je me vois pas débarquer: «Salut!» En fait, je pensais que je pouvais, tranquillement, profiter de mes après-midi, mais non, 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 faut Non, en travailler fait, quand même. non. On m'a Ouais. menti sur le sujet. Ouais. Moi, je suis pas dans un cabinet, avec, tu sais, je dirais, qui a pignon sur rue, où je suis installée, où ça fonctionne, où je dirais c'est pas comme, quelqu'un par exemple, je prends toujours le cas du psychologue, hein. Mais le psychologue, par exemple, lui, il s'inscrit sur Doctissimo, j'ai envie de dire presque son cabinet, il est plein, quoi. Ouais. Les gens en ont toujours besoin, c'est facile de les trouver. Moi, si je me rends pas visible, si je fais pas de prospection, j'ai pas de clients. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est si j'ai pas de séance avec des clients, le reste du temps, bah, il faut que je cherche des clients. Tu vois, moi, cette semaine, c'est ce qu'on disait, c'est les vacances scolaires. Donc moi, mes clientes, elles en profitent souvent pour passer du temps avec leurs enfants. Donc voilà, moi, cette semaine-là, elle est quand même plus tranquille en termes de séances. Mais je travaille sur mon business, créer une nouvelle offre, je fais de la prospection, je fais ma création de contenu. Enfin, je m'ennuie pas, hein. Je reste pas les bras croisés dans mon salon. Comment tu gères d'ailleurs toute ta communication, ta prospection, ta communication? Comment tu t'organises pour faire ça? Avant, j'étais pas très organisée, depuis 1 an, on va dire. Moi, je communique sur LinkedIn et je fais un post par jour depuis 1 an, donc je dois rien que me dire que je tiens.
Je le fais depuis 1 an. Je me dis: «C'est déjà pas mal» parce que je sais qu'il y en a plein qui s'arrêtent bien avant. Oui. J'ai toujours des choses à dire et en fait, avant, c'était un petit peu, je postais, j'avais pas une grosse stratégie, tu sais? Je connaissais le tofu, mofu, bofu là, Oui. on faisait un peu comme ça, mais alors il y avait des piliers de contenu, tu sais? J'avais lu quand même pas mal de choses, mais c'était pas très cadré et il y a, quelques mois, en mai, j'ai pris une formation, voilà, qui t'apprend à poser une stratégie de contenu, qui t'apprend l'organisation. Donc, maintenant, en gros, je fais des cycles de contenu, basés sur le processus d'achat, les différentes étapes du processus d'achat. Tu peux le faire sur 4-5 semaines, moi je le fais sur 5 semaines, et tu vois, chaque début de cycle, bah, je prévois ce que je vais mettre. Chaque jour, je sais mes sujets, je sais à peu près la proportion des différents types de posts que je veux faire. Donc j'ai mes sujets et après chaque, semaine, donc là, tu vois, le samedi après-midi en général, je me réserve 4 heures et j'écris tous les posts de la semaine. En 4 heures, tu as le temps de faire 7 posts? Ouais. Tu fais des carousels, où tu mets que des photos ou que des images simples? J'ai commencé les carousels, donc je fais au moins un carrousel par semaine. Ouais. Parce que clairement, aujourd'hui, je trouve que c'est dans ce que je fais, moi, c'est ce qui rapporte le plus de visibilité. Puis on peut dire quand même pas mal de choses dans un carrousel. Et puis après, je fais des textes des fois sans même, sans photo, sans Sans rien, images. avec images. Je varie. J'ai pas testé la vidéo encore. Je vais voir si j'en fais. On attend ça avec impatience. Les samedis après-midi, tu es consacré sur ta communication. Est-ce que, dans ta semaine, tu as d'autres créneaux types ou est-ce qu'il y a vraiment que ta communication que tu gères comme ça? Est-ce que tu as une semaine type ou ça varie, toutes les semaines? Comment tu fais? Moi, j'ai quand même une semaine type d'une manière générale. Je marche avec des blocs de travail. J'ai des périodes réservées justement pour mes appels découvertes. J'ai des périodes plus importantes réservées pour les séances avec, mes clients, parce que je n'ai pas que des femmes, j'ai des hommes aussi. Et puis après, bah, je fonctionne, tous les matins. J'ai une petite routine, hein, sur LinkedIn. Tous les matins, je commente et puis, bah, comme moi, mes posts, sont publiés, le soir à 18h30, bah, c'est pareil. J'ai une petite routine quand même aussi pour aller répondre aux commentaires sur mes posts. Puis, bah, je vais aller aussi voir, des posts qui m'intéressent. Je commente, là, pour le coup, le soir, je commente, qui me plaît. Le matin, c'est plus en mode routine, donc il faut que ce soit efficace. Bah, après, le truc, c'est que mon planning, tu vois, j'ai un peu modifié parce que cette semaine, j'ai qu'une seule séance avec, une cliente. Donc voilà, j'ai réorganisé, pour faire, créer une nouvelle offre. C'est pas ma semaine type, mais potentiellement, je verrai si je change mes créneaux. En général, je teste au moins sur 1 mois pour voir si c'est un peu de logique, si ça me plaît, si c'est adapté. Souvent, c'est ce que je conseille à mes clientes, c'est de tester au moins sur 15 jours, au mieux sur 1 mois. Quand tu changes une routine ou, que tu mets en place une nouvelle technique d'organisation, parce que c'est pas au bout d'une semaine que tu vas t'en rendre compte, c'est vraiment comme ça en testant sur plusieurs semaines que tu te rends compte si oui ou non, ça va pas et de toute façon, généralement, au bout de 15 jours, tu sais si ça le fait pas. Ouais, je pense. Et si tu es obligé, de te forcer à le faire, déjà stop, on arrête, ça sert à rien. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. D'une manière générale, je pense que dès qu'on se force vraiment, il y a un truc, on n'est pas fait pour forcer, on peut, hein, il y a plein de gens qui arrivent en forçant, mais je crois que c'est vraiment pas une bonne façon de faire. Enfin, on s'abîme à faire ça. D'ailleurs, est-ce que toi, il y a des techniques, en organisation que tu as déjà testées où, tu t'es rendu compte que c'était pas du tout adapté, à toi? Moi, j'avais testé, Pomodoro, Ah ouais, et ça ne fonctionne pas du tout. Mais alors pas du tout, ça ça me rend complètement tarée ce truc. ça te stresse, ça fait quoi? Moi, me dire que je vais me couper au bout de 25 minutes, c'est un peu forcé de me couper. Sinon, si je suis dans une période de flow, non. Enfin, avoir quelque chose qui m'interrompt pour faire une pause, je trouve ça très bien de faire des pauses et c'est important, mais de l'avoir quelque chose qui, finalement, qui sonne ou qui te le rappelle que c'est genre maintenant, ben, ça me coupe parfois dans mon élan, quoi. C'est marrant parce que quand je pose cette question, j'ai plus de 50 des personnes m'ont répondu la méthode Pomodoro. Elle est bien pour, des gens qui ont un trouble de l'attention. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Elle est, hyper intéressante pour les personnes qui vont être, TDAH. Voilà, elle est C'est hyper, le trouble de l'attention, en fait, avec ou sans hyperactivité. c'est ça. Eh bien, pour ces personnes-là, souvent, elle est recommandée parce que justement, ça les fait, se mettre en mode, focus. Après, souvent, les personnes qui sont, on va dire,
d'un profil un peu plus artistique, elle leur correspond pas du tout. Parce que, comme tu dis, elles sont parties dans leur flow lorsqu'elles font du brainstorming ou de la création de contenu ou autre. Et du coup, d'être coupées comme ça va certaines fois carrément casser leur journée. Pour le reste, enfin pour tout le reste de la journée, en fait, elles vont être complètement avec un cerveau biaisé parce qu'elles ont été stoppées dans leur élan le matin ou au moment où finalement c'était leur pic de génie, quoi. Est-ce que tu peux me dire comment tu t'organises pour toute ta partie administrative? J'entends par là, ça va aller de la gestion des mails à la facturation, la déclaration URSSAF, la préparation des devis, etc. Comment tu fais? Alors, la gestion des mails, je vais te dire, je n'en ai pas parce que j'ai pas non plus, contrairement à avant quand j'étais dans le conseil où j'avais beaucoup de mails parce que j'étais sur de la gestion de projet, donc je recevais forcément beaucoup de mails parce que j'avais des grosses équipes. Là, non, franchement, j'ai pas de gestion à avoir parce que c'est pas, vu le nombre de mails que je reçois, ça va, c'est tranquille. Donc ça, il n'y a pas de gestion. Moi, l'administratif, bah, ça va être plutôt facture, devis, contrat. Pour le coup, devis, facture, contrat, tout ça, j'ai des templates. Mes templates sont prêts. Et puis en fonction, bah, si mon prospect se transforme en client, bah voilà, je remplis. Enfin, j'ai pas un gros volume, donc ça ne demande pas non plus de gestion particulière. La compta, je la fais mois après mois, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est normal, mais enfin, moi, je déclare l'URSSAF chaque mois, donc je fais ma compta chaque mois, j'envoie ma déclaration et enfin, c'est noté dans mon agenda. Je sais quel jour je dois le faire. En gros, le premier du mois, hein. Ouais. C'est simple. Et après, pour tout ce qui est pour ma société, bah là, j'ai un cabinet d'experts comptables. Je ne fais rien du tout. Tout ce qui est déclaration de TVA, c'est géré par le comptable. Donc, c'est tout. Je n'ai rien à faire de ce côté-là. C'est très pratique. Je recommande à tout le monde, dès qu'on a les moyens et dès qu'on est en société, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un dont c'est le métier, quoi. Ça Mm. rassure. Voilà, en cas de contrôle, la personne, elle peut tout expliquer. À la fin de l'année, bilan, compte de résultats, au moins c'est propre. Enfin, j'ai un peu galéré dans les cabinets de comptables. Là, j'en ai un très bon et c'est parfait ce qu'ils font pour moi. C'est compliqué de trouver la personne à qui déléguer cet aspect-là. Bah, on pourrait penser que la personne, une fois qu'elle a son diplôme, elle sait faire. Et même, j'avais un cabinet d'experts comptables avec un grand nom, hein. Mais la personne qui était chargée de compte sur mon compte à moi, sur ma société, donc elle a changé plusieurs fois. Et une fois, enfin, il y a eu quand même un calcul d'IS qui était faux de 5 000 euros. C'est simple, hein, un calcul d'IS, il n'y a pas besoin d'être ingénieur en maths. Et quand je vais faire marquer, ah oui, oui, bon. Enfin, là, s'il y a une erreur aussi grosse, et j'ai dû reprendre toute la compta toute l'année, il n'y avait rien qui était au bon endroit. Enfin, j'ai perdu un temps fou. Et je pensais que d'être dans un gros cabinet comptable, ça me protégeait de ça. Et non. Et en fait, après, j'ai demandé, j'ai un ami qui est freelance aussi, qui m'a recommandé le sien. Et ouais, très bien. Mais j'en suis très contente aujourd'hui. Ça m'étonne pas. Avec ma casquette d'assistante virtuelle, j'ai plusieurs clientes pour qui j'ai fait une recherche de cabinet comptable parce que, pareil que toi, au début, elles se sont lancées avec un grand groupe qui n'était pas le même en plus pour chacune. Et au final, il y en a plusieurs qui sont revenus avec un tout petit cabinet, qui préfèrent l'aspect de proximité. L'aspect de proximité qu'elles ont retrouvé en fait avec ce cabinet. C'est un peu la même chose que ce qu'on se disait tout à l'heure sur le tutoiement et le vouvoiement. Avant, dans ce grand groupe d'experts comptables, vraiment grand groupe, hein, genre on tape on demande s'ils sont pas dans le CAC 40, tu vois. Bah, on est en mode ça se voit, il y a vraiment de la distance. Et là, c'est pas non plus un tout petit cabinet, hein, mais il y a une proximité, on se tutoie. Puis voilà, moi j'ai confiance dans leur travail. Ça change tout. Ça change tout. Quand tu délègues, il faut que tu aies confiance dans ton prestataire à 100%. Si tu n'as pas confiance, change de prestataire. Ça sert à rien parce que c'est ton business qui est dans ses mains. Donc, il faut absolument que tu aies une confiance aveugle en lui. Sinon, toi, tu vas te sentir frustré, tu vas pas être à l'aise, tu vas pas oser dire les choses et tu fonces droit dans le mur. Non, mais c'est bien que pour le coup, c'est vrai qu'on en revient toujours aux mêmes choses, mais finalement, la recommandation, hein, c'est important. C'est pas juste le nom, pas juste. Ouais, le grand nom, la marque, ça protège pas, quoi. Je pense que les entreprises, à partir d'un certain moment, j'ai travaillé pas dans des énormes entreprises, mais déjà 600, 2000 personnes. On voit bien que tout le monde n'est pas le même niveau d'efficacité. Quand on est une toute petite boîte, ça se voit tout de suite quand il y a un élément à l'intérieur qui marche moins bien. À l'intérieur d'un grand groupe, ça se voit moins. Mais quand on est le client qui tombe sur cet élément-là, c'est dommage. Problématique.
C'est ça. T'as perdu. Dis-moi, Pernelle, je vais enchaîner avec un aspect qui, je pense, est facile pour toi de par ton parcours et ce que tu nous as expliqué depuis le début de ce podcast. Comment tu gères tes projets? Ah! Je sais pas pourquoi ça devrait être facile pour moi. Comment je gère mes projets? Alors, déjà, je me fais accompagner, moi. J'ai un accompagnement avec un coach business, mais en fait, c'est toute une équipe, hein. Et on a posé une stratégie. J'ai développé un plan d'action. Voilà, donc je sais où je vais. Je vois mon coach toutes les 2-3 semaines à peu près. Donc j'ai des actions à faire et je vois si je les ai fait ou pas. C'est un peu la même chose que quand avant je faisais la gestion de projet et que je disais: «Tu en es où? Ça a avancé? Qu'est-ce qui bloque?» Ça revient même. Mon coach fait la même chose avec moi et c'est pas que je pourrais pas le faire toute seule, je trouve que c'est toujours pareil. Enfin, parfois, on a besoin de quelqu'un pour voir les choses différemment, pour nous orienter, donc voilà. Après, j'ai souvent plusieurs projets en tête, mais j'aime bien me dire: «OK, commençons par un, focalisons-nous sur le premier. Attendons que le premier fonctionne pour lancer le deuxième. Quand je vois que le premier commence à fonctionner, puis en général, quand ça commence à fonctionner, il y a moins de choses à faire, je m'ennuie un peu, donc j'ai envie d'aller sur le deuxième. C'est totalement vrai ce que tu dis. Parfois, c'est pas parce que tu sais faire quelque chose que tu n'as pas besoin d'un œil extérieur. Et je suis convaincue que le fait d'avoir un œil extérieur, que ce soit un consultant, un coach, comme tu dis, ou même des fois un simple réseau d'entrepreneurs à qui tu vas demander d'avoir un visu extérieur en fait sur ce que tu proposes, je trouve que c'est essentiel parce que, je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là, d'avoir un aval, un accord en fait, comme quoi ce qu'on fait c'est bien ou mal. Ça évite souvent, je trouve, de se prendre les pieds dans le tapis par la suite, d'avoir eu un regard extérieur. Et comme tu dis aussi, il y a le fait d'être accompagné et de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'attend derrière, que si tu l'as pas fait, forcément, tu as un peu plus de blocage. Moi, j'avoue que c'est mon côté syndrome de la bonne élève, tu sais. Voilà, Je c'est me donne ça. des devoirs, je vais les faire. En plus, si je m'engage à le faire, je le fais. Donc, je prends un accompagnement, donc je m'engage. Même, j'ai signé dans le contrat que je m'engageais à faire les choses. Donc, voilà, je l'ai signé, j'ai payé pour ça. Et après, voilà, on voit avec ma coach. Je pourrais remettre en question ce qu'elle me dit, évidemment. Mais voilà, les actions, les tâches que j'ai à faire, je suis d'accord avec. Je me dis: «Ah ouais, effectivement, c'est ça qu'il faut que je fasse maintenant». Et donc à partir de ce moment-là où effectivement, c'est noté. En plus, pour le coup, on a un outil Effectivement. où on stocke bien, toutes les séances, toutes les tâches, où je peux, dire: «Ça, c'est en cours, ça, c'est fini, ça, j'ai pas démarré». Des fois, tu vois, on revient en arrière, «Ah mais, tu pas fini telle tâche». «Ah oui, oui, alors celle-là, je l'ai mis en cours». Tu sais, c'est un peu comme quand tu étais à l'école. «Oui, alors, Je peux expliquer le pourquoi du comment. oui, c'est vrai, je l'ai pas». Et après, bon, à partir du moment où j'ai une tâche avec une date, un jalon, en général, je le fais. Et Ouais. des fois, je suis capable de regarder, genre, la veille, tu sais, du coaching, de dire: «Ouh là, attends, j'ai pas fait ça, ça, ça. Ouais, c'est bon, je peux les faire. Tac». C'est ça. Oui, c'est le syndrome de la bonne élève. Moi, j'ai le cas aussi avec des clientes que j'ai avec mon offre vers l'infini et l'au-delà, où pareil, en fait, je les suis dans un projet de A à Z et on a des rendez-vous pareil tous les 15 jours, 3 semaines. Et souvent, il y en a qui me disent alors, je l'ai fait hier soir, je me suis dépêchée à le terminer. Oui, mais tu as eu 3 semaines en fait pour le faire. Mais ça, c'est de toute façon, c'est le concept de même si on te laisse plus de temps, tu le ferais quand même la veille au soir, donc C'est ça. Donc je me dis, si elles n'avaient pas pris cet accompagnement, qu'elles n'avaient pas la deadline, tu vois, en fait, ce projet, elles le feraient pas ou vraiment sur des mois et des mois, quoi. ouais, c'est vrai. Moi, tu vois, cet accompagnement-là, je l'ai pris parce que justement, il y avait un nombre important de séances de coaching et qu'en fait, je me disais, c'est pas une par mois, c'est une toutes les 2-3 semaines, tu vois. Donc, forcément, bon, si tu prends des vacances au milieu, ce sera 3 semaines ou 4 semaines. Mais tu vois, tu sais qu'il y a des périodes où ça va être toutes les 2 semaines. Et des fois, tu vois la liste des trucs à faire, tu dis, OK, faut pas que je chôme. Et puis, tu es là pour ça, quoi. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, donc j'ai envie d'avancer sur mon projet. J'ai pas envie d'être en mode, allez, la vie passe tranquillement. Non, enfin. Donc, je trouve ça très bien d'avoir un suivi un peu rapproché. Et effectivement, je me dis même, il y aurait le même accompagnement, mais avec le coaching une fois par semaine, peut-être que j'irais juste 2 à 3 fois plus vite. Tu vois, en fait, là, c'est pareil. J'ai l'impression que des fois, je me laisse un peu vivre. Ah oui, c'est bon, le coaching, il est que dans une semaine. Ah oui, ah ouais. C'est assez bizarre, l'être humain, comme il est fichu. On va passer maintenant sur toute la partie organisation, un peu plus stratégique, on va dire. Est-ce que tu aurais une méthode d'organisation que tu conseillerais? Tu parles de stratégie, pour le coup, enfin, déjà d'en avoir une de stratégie, c'est bien.
de base. Je pense que ça peut aider. Moi, j'avoue que déjà pour poser ma stratégie, je m'aide de ChatGPT et je lui donne le rôle justement d'un executive coach ou voilà, pour m'aider à réfléchir, je vais lui donner mes objectifs, je vais lui demander de me poser les questions qu'il faut pour arriver à poser la stratégie. Et à partir de cette stratégie, je vais décliner sur les périodes, savoir qu'est-ce que je dois faire dans l'année, dans le semestre, dans le trimestre, pouvoir poser les différentes, je dirais les différentes actions, les différentes tâches. Presque un rétro-planning, mais pas tout à fait. Alors, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit d'aller demander à ChatGPT de faire ça. Mais je me dis, mais jusqu'où peut aller cet outil? C'est Moi, je m'en sers tous les jours, je m'en sers pour à peu près toutes les tâches que je fais. Et des fois, quand je ne sais pas, je me dis quel est le métier qui pourrait m'aider à faire telle tâche. Il va me proposer des métiers, je lui dis ah ouais, ouais, c'est bien ça. Alors, agis comme tel métier, ou des fois, je vais lui demander même des noms connus de gens qui sont spécialisés, reconnus internationalement. Je veux que tu agisses comme cette personne-là et que tu m'aides à faire ça. Pose-moi les questions pour m'aider déjà à brainstormer. Et ensuite, mon objectif, je veux réaliser tel truc. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir que j'aurais pas vues? Faut s'en servir. Moi, c'est un assistant plus, quoi. Non, mais c'est incroyable ce que tu viens de dire pour moi. Ah ouais, en fait, imaginons, je suis quelqu'un d'hyper connu, tu pourrais dire, d'après toi, comment Marine Cassin me dirait de m'organiser? Déjà, qu'est-ce qu'elle me poserait comme question? Faut voir un peu toutes les étapes, mais oui, oui. Enfin, de toute façon, il faut toujours lui donner un rôle. Faut toujours. Et si voilà, la personne est assez connue et que elle expose déjà toute une partie de ce qu'elle fait sur Internet, enfin voilà, ça t'évite d'aller toi tout consommer. Et lui, il va chercher déjà ce qu'il y a sur Internet. Ou même des livres. Hein, moi, je voudrais que tu m'aides à faire une réponse en utilisant les principes de tel livre. Il faut souvent lui dire de vérifier. Là, dans la réponse que tu m'as donnée, c'est quoi les principes que tu as appliqués? C'est un peu comme si tu avais quand même un stagiaire. Il faut relire ce qu'il fait, il faut lui dire si ça va pas, il faut le réorienter. Mais ça marche super bien. Moi, je pense que si j'avais pas ChatGPT aujourd'hui, c'est pas 45 heures que je bosserais, ce serait 120 heures dans la semaine. Ça me fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Bah oui, je comprends qu'il te fait gagner du temps vu comment tu l'utilises. Ça mouline à fond dans mon cerveau, tu vois. Je suis en train de me dire que même pour ma formation Les coulisses de ton biz qui est sur l'organisation, en fait, je pourrais carrément rajouter quelque chose par rapport à l'utilisation de cet outil justement pour gagner du temps. En organisation, il est pas mal, hein. Il est pas mal, tu peux. Je vais aller creuser ça. Quel est ton prochain projet, Pernelle? Alors, mon prochain projet, mon vrai projet, là, c'est de faire le tour du monde l'année prochaine. Génial! C'est pas un simple tour du monde, sinon c'est pas drôle. Je veux faire les 5 zones bleues, qui sont les zones là où les habitants vivent le plus longtemps en bonne santé. Donc, c'est des zones avec une très grande proportion centenaire, 3 ou 4 fois plus qu'ailleurs en général. Donc, aujourd'hui, il y en a 5 de répertoriés, 6. Donc, voilà, je vais commencer par ça. Et puis, comme je suis fan de plongée, je vais faire en plus au milieu des les meilleurs spots de plongée. Et ça, je peux le faire parce que je peux travailler à distance aujourd'hui. Ouais. Il suffit simplement que j'ai une connexion Wi-Fi. A priori, il y a presque du Wi-Fi partout aujourd'hui. En tout cas, dans les zones bleues, ça c'est sûr, il y a du Wi-Fi, il n'y a aucun problème. Quand bien même il n'y en aurait pas, aujourd'hui, on a de la technologie pour amener même du Wi-Fi dans le désert, donc c'est pas un problème. Ça me permet de continuer à travailler et puis d'aller explorer ces endroits parce que j'adore la thématique du temps. Et en général, ils ont un concept du temps qui est un peu différent du nôtre. J'avais vu un reportage sur Netflix sur ces fameuses zones. J'avais regardé, il y en a une au Japon, il y en a une en Grèce, je crois. C'est vrai que c'était assez impressionnant de voir en fait limite le flegme qu'ils ont par rapport au temps qui passe. Et en fait, souvent dans le reportage que j'avais vu, ils disaient que ça pouvait venir aussi de tout ce qui est aspect nourriture. Qui pourrait venir impacter là-dessus. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, je trouve, de faire un tour du monde en fonction de zones comme ça qui sont déjà répertoriées. Ça fait très très longtemps que je connais ce concept des zones bleues et j'ai déjà visité Ikaria, qui est l'île grecque qui fait partie donc des zones bleues. Je connais le concept parce que à la base c'est la santé qui m'a attirée là-dedans. Et quand je suis allée à Ikaria, j'ai compris que pour eux le temps passait pas comme chez nous. Enfin, mais ça tu le vois aussi quand tu voyages en Asie. Il y a une différence quand même entre l'Occident et l'Asie d'une manière générale. Nous on est très dans cette on consomme tout, hein, mais on consomme aussi le temps. En Asie, c'est un peu différent. Moi, les
gens avec qui j'ai discuté, ceux qui vivent sur des îles souvent, qui sont, mine de rien isolés, même si aujourd'hui on retrouve tout, qu'ils ont accès, à l'extérieur. Les gens sur les îles, ils ont pas tout à fait le même état d'esprit que quand tu vis sur un continent déjà. Il y a l'entraide, mais ils sont pas tout le temps en train de courir après le temps, ils sont moins stressés. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, je conçois que la vie, c'est quand même, fait pour être, agréable, riche d'expériences, mais agréable au fond, même si on traverse tous des événements plus ou moins, chaotiques. Même dans mon accompagnement, parce que une recherche de sérénité, de calme. Quand on se sent bien, on est en meilleure santé, on fait plus de choses, on aide plus de personnes. Si on commence par s'occuper de soi-même, après on peut s'occuper de tous les autres. C'est quand même, hyper, agréable de se sentir finalement utile au monde. C'est tellement beau ce que tu viens de dire. C'est tellement vrai en fait. Comme tu dis, si toi déjà t'es bien, forcément tu t'as qu'une envie, c'est de le partager aux autres et d'aider d'autres personnes. Et si t'es en mal-être intérieur, ça se ressent forcément. Ça recoupe avec ce qu'on disait avant de lancer l'enregistrement par rapport aux personnes qui sont en burn-out ou en burn-out. En fait, si t'es pas bien mentalement ou physiquement, parfois, forcément ton business il va aller moins bien également quoi. Il faut, comme tu dis, prendre soin de soi et après penser aux autres quoi. Tu disais, pas bien mentalement ou physiquement. En fait, si t'es pas bien physiquement, à un moment donné, tu seras pas bien mentalement. Et si t'es pas bien mentalement, à un moment donné, tu seras pas bien physiquement. Parce que le corps et l'esprit sont liés et on a tendance à vouloir les séparer alors que non, pas du tout. Moi, je le vois, mes clients, ils sont très dans leur tête. Ça fonctionne à fond, c'est des entrepreneurs, donc ça bouillonne d'idées, il y a beaucoup de stress, il y a toujours beaucoup de choses à faire et en fait, au final, j'ai l'impression que c'est une tête posée sur un corps. Les 2 discutent pas ensemble. Souvent, voilà, moi, les personnes viennent pour un problème de surpoids, mais elles s'aperçoivent aussi que parfois elles ont des douleurs et qu'elles écoutent pas du tout leur corps et en fait, elles commencent à l'écouter quand il va fort quoi dans l'appel, et quand il y va fort, c'est, beaucoup trop de kilos, c'est des articulations, douloureuses, c'est des maux de dos, c'est bon, pour certaines, c'est des dépressions aussi, hein, tout est relié et la première étape, c'est vraiment ça, c'est reconnecter la tête et le corps qui va avec. On peut se dire: «Je commence par aider mon corps». Ça peut être bien, par exemple, mieux dormir, mieux manger, bouger un peu plus et on s'aperçoit que ça fait aussi du bien à l'esprit et puis on peut se dire: «Tiens, je vais regarder ce qui se passe dans mon esprit, ça va aider mon corps». Le meilleur, c'est de tout faire, faire les 2 ensemble, quoi. S'occuper et de l'esprit, donc tout ce qui va être gestion du stress, gestion des émotions. Puis après, on peut mettre en place aussi des bonnes habitudes d'hygiène de vie pour aider son corps. Quand on fait les 2 ensemble, on se sent vite mieux, quoi. Carrément. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Déjà, j'avais une question que j'ai rajoutée là. Si toi, tu avais une question organisation à me poser, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que tu conseillerais un outil particulier, quand on est entrepreneur? D'ailleurs, est-ce que tu conseillerais plutôt d'avoir un outil particulier ou une suite d'outils pour faire, tu vois, la partie prospection? Est-ce que tu as un CRM d'un côté? Est-ce que tu mets tout dans Notion? Est-ce qu'il vaut mieux se poser sur un outil ou plutôt sur un ensemble ou alors se dire: je verrai au fur et à mesure»? Alors ça, c'est vraiment quelque chose que moi je trouve qui est propre à chacun. J'ai des personnes que j'accompagne qui sont 100% sur Notion, qui vont avoir, comme tu dis, et le CRM, et le suivi compta, et le suivi projet, tout ça sur Notion. Il y a d'autres personnes, elles vont tout avoir sur la suite Google, et d'autres, elles sont team papier. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir tout sur le même outil. Par contre, c'est-à-dire ne pas avoir et des cahiers pour quelque chose et les notions pour autre chose et la suite Google pour autre chose. C'est tu utilises l'un ou l'autre, mais par contre tu mets tout dessus. Tu peux après faire des jonglages en ayant par exemple un fichier Excel qui te sert de base, mais du coup tu le réintègres en lien dans ton espace Notion par exemple, et pour avoir vraiment toujours à ouvrir un seul outil quand tu te mets à faire tout ce qui va être stratégie sur ton business et sur ton quotidien, plutôt que de te dire alors attends, ma compta, je l'ai fait sur quel truc le mois dernier? Est-ce que c'était sur un cahier? Est-ce que c'était sur un Google Sheet? Est-ce que voilà, tu trouves la méthode qui te correspond et après au moins sur là pour le coup je conseillerais sur 3 à 6 mois en fait de tester uniquement sur l'un ou l'autre.
pour voir si ça te correspond. Parce que là, pareil, c'est pas au bout d'un mois que tu vas te dire moi, je suis pas du tout team papier, ou je suis pas du tout team Notion, ou je suis pas du tout T'as voilà. vraiment des gens qui font qui font sur le papier encore? Ouais, oui, et tu verrais que c'est impressionnant le nombre de personnes qui le font sur papier. Incroyable. Ouais, c'est quelque chose qui est biaisé par nous parce que on est sur les réseaux, donc il y a pas un jour où tu ne vois pas passer Notion sur ton profil LinkedIn Exact. ou sur ton profil Insta. Ouais. Mais vraiment, c'est impressionnant le nombre de personnes qui s'organisent encore avec le papier. Moi, j'aime bien écrire sur papier parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans le geste d'écrire qui est très différent de taper sur un clavier. Enfin, c'est plutôt pour avoir des idées, pour poser des idées, je vais me les mettre sur le papier. Si j'ai besoin de faire des dessins, un arbre de décision, des choses pour brainstormer, clairement, je préfère un papier, voire encore mieux le tableau blanc. Ouais. J'ai toujours fonctionné comme ça parce que je trouve ça très facile. Tu peux effacer, mais après tout le reste, non. Enfin, il y a un moment où ça réintègre le numérique, quoi. C'est ça. Moi, c'est ce que je fais aussi. Tu vois, je suis team papier pour brainstormer. J'ai mon grand tableau blanc. Je peux pas te le montrer parce que du coup, j'ai toutes mes notes de ce matin qui sont dessus. Mais voilà, j'ai un grand tableau blanc sur lequel je brainstorm. Et en fait, ce que je fais, c'est après, je fais une photo de ce tableau et je le mets dans un espace dédié à ça. Ouais. Et je sais où sont toutes les photos. C'est toujours au même endroit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille. C'est un coup que tu as trouvé ta technique, reste focus dessus. C'est pas parce que tu vas avoir un nouvel objet, un nouvel outil qui va popper que forcément il faut que tu y ailles. Il faut faire vachement attention à ça parce que des nouveaux outils, il y en a tous les jours. C'est ça. Et Voilà, comment ne pas se faire happer par la nouveauté, quoi. c'est ça, les nouveaux outils, les nouvelles applis, enfin bref. Comme le nouveau cahier hyper joli qui était bien mis en valeur dans le magasin quand tu es rentré par inadvertance. Dis-moi justement, parlant de ça, est-ce que tu aurais un livre, une vidéo ou un podcast que tu recommanderais? Alors, un livre, j'ai Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. Ouais, je connais pas du tout. On va dire que c'est du développement personnel, un peu sous forme d'histoire, qui fait poser beaucoup de questions. Le livre se lit très, très rapidement, hein, tu peux le lire vraiment rapidement. Moi, je l'ai arrêté parce qu'en fait, il me remuait trop, tu vois? Donc j'ai dû l'arrêter pour arriver à digérer les émotions que ça me procurait parce que ça me faisait poser plein de questions. Je l'ai lu il y a très longtemps, mais moi, il m'a beaucoup marquée. Je l'ai plus aujourd'hui parce que je l'ai prêté à une amie. Ça, c'est vraiment je trouve que c'est un très bon livre. Après, dans les autres livres, il y en a un qui est excellent, tout le monde devrait lire, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est la base. Podcast, j'écoute souvent des podcasts faits par des hommes dans le business, mais j'ai pas encore trouvé vraiment de podcast féminin au même niveau encore. Et j'écoute Sans permission, si tu connais. Non, pas du tout. Bah, c'est le podcast de Yomi Denzel, Antoine Ok. Blanco et Oussama Hamar. Ah oui, Et bah du coup aussi, je les vois en YouTube. j'aime bien parce que c'est un côté un peu drôle, ça parle de pas mal de sujets, puis bon, en fonction des invités, ça débat de sujets sympas. Si dans les podcasts féminins que j'aime beaucoup, c'est Métamorphose de Anne Guéquier. Ça n'a rien à voir, c'est pas du business, je dirais c'est la base de mon métier. On est sur de la psychologie, sur la conscience. J'aime beaucoup, je pense que les invités qu'elle a, waouh, sont des sacrés experts dans leur domaine, donc je trouve que ça m'ouvre plein de perspectives, vraiment, j'adore son podcast. Je voulais te demander après, pour terminer ce podcast, qui voudrais-tu entendre ici et pourquoi? Je pense qu'en termes d'organisation, moi, j'aimerais bien entendre Corinne Bataillon, une entrepreneuse qui s'est formée justement sur Notion. Donc, ouais, j'aimerais bien, voilà, savoir. Moi, j'avoue que j'ai Notion, mais c'est c'est un peu le bazar. C'est pas très organisé. Et je sais que, voilà, elle met en place des Notion pour ses clients. Et j'aimerais bien savoir comment elle fait, quoi. Génial. Eh ben, écoute, je vais l'ajouter à ma liste de personnes à interviewer sur 2025. Très bien. Nous voilà arrivés à la fin de mes questions. Pernelle, je te remercie beaucoup pour cet échange qui a été riche d'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker et à le partager.